Bonjour, aujourd'hui on va parler de la structure de glomérule rénal. Donc on sait que le glomérule rénal il a un rôle très important, surtout dans la filtration glomérulaire. De sorte que on a un très grand nombre de glomérules et de néphrons dans chaque rein. Par exemple, chaque rein, on va voir plus de 1 million de néphrons. Veut dire qu'on est millionnaire en matière de néphrons et de glomérules rénales. Maintenant, on va discuter les différents éléments qui vont constituer ce glomérule rénal et qui vont aider dans sa fonction qui était la filtration glomérulaire et bien sûr de mentionner quelques applications cliniques d'une façon générale. Donc, de quoi il est constitué notre glomérule rénal? Le glomérule rénal, il est fait par une artériole afférente qui va pénétrer et elle va donner des capillaires. Après ces capillaires, on ne trouve pas une venule, mais on trouve une artériole efférente. Pourquoi on a cette artériole afférente et une artériole efférente et on n'a pas à la place de l'artériole efférente une venule? Pour la raison que le bon Dieu a créé ces capillaires entre une artériole afférente et une artériole efférente pour donner à ces capillaires une circulation à haute pression pour faciliter la filtration glomérulaire. Très bien. Donc, ces capillaires qui sont ici sont appelés les capillaires glomérulaires ou la touffe glomérulaire parce qu'elles ressemblent aux poils qui sont enchevêtrés. Très bien. Ces capillaires, ils vont s'agencer ou ils vont être fixés en derrière par quelles cellules? Par les cellules mésangiales. Ces cellules mésangiales, ils vont libérer un tissu conjonctif. Ils vont assurer dans la constitution de tissu conjonctif tout autour ici pour former le mésangium. Le mésangium. Ces cellules mésangiales, est-ce qu'elles ont autre fonction que cette fonction sécrétoire pour former le tissu conjonctif? Donc, former le mésangium, ils ont autre fonction. Par exemple, ils ont la capacité contractile. Donc, ils peuvent faire une contraction. Quand ils se contractent, ils peuvent donc pousser ici les capillaires et diminuer la pression et modifier la pression sanguine. D'une part, sans oublier qu'ils ont des récepteurs pour l'angiotensine 2 et donc ils vont faciliter cette contractilité et modification de flux sanguin. D'une part, d'une autre part, ils ont un autre rôle de faire la phagocytose des éléments et des débris qui peuvent se bloquer ici, par exemple le complexe humain, qui ce sont des anticorps fixés sur des antigènes. Donc après ça, qu'est-ce qu'on a? Donc on a l'endothélium qui va tapisser ces capillaires-là, et puis on va trouver une membrane basale entre les capillaires et les cellules vertes ici. Ces cellules vertes, on les appelle les cellules épithéliales viscérales. Donc ils vont faire ici comme si une couche. Ils sont appelés cellules épithéliales viscérales. Et puis, on a autres cellules qui sont similaires ici, ces cellules-là et celles-ci. Donc, ce sont les cellules épithéliales qui sont pariétales. Donc, ces cellules épithéliales pariétales et viscérales, ils vont former la capsule de Bowman. Très bien. Donc, à la fin, où est mon glomérule? Donc, le glomérule, c'est cette zone que je l'ai cernée en jaune. Alors, quand je descends en bas, je trouve ces cellules épithéliales pariétales, ils vont faire la continuité avec les cellules de tube contourné proximal. Très bien. Je reviens à mon artériole efférente. Cette artériole efférente, qu'est-ce qu'elle va faire par suite? Elle va venir ici et elle va donner des capillaires. On les appelle les capillaires péritubulaires. Puis, elle va être drainée par une venule. Ces capillaires sont appelés péritubulaires parce qu'ils vont être tout autour du tube contourné proximal et le tube contourné distal. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette zone et on va faire agrandir cette zone pour comprendre comment elle va fonctionner. Donc, ce qui est représenté en rouge, c'est notre artériole afférente, puis les capillaires glomérulaires, puis l'artériole efférente. Donc, je sais que ces capillaires glomérulaires sont tapissés par des cellules endothéliales. C'est quoi la particularité de ces cellules endothéliales? La particularité de ces cellules endothéliales, qui sont perforées.
Et parce qu'ils sont perforés, sont appelés sur endothélial fenestrés, parce qu'ils comme si ils ont des fenêtres. Ces fenêtres, ce sont des pores. Très bien, ces pores, ils ont donc un diamètre de 70 à 100 nanomètres. Au-dessous de ces cellules endothéliales qui sont perforées, je trouve une membrane basale, ce qui est représenté en brun ici. Donc, c'est la membrane basale. Cette membrane basale, en microscope électronique, je vois une zone centrale qui est très dense et une zone qui est peu dense et pâle dans les deux autres côtés. Ça, pourquoi? Parce que cette zone, elle est très riche par un collagène, un type de collagène très important, c'est le collagène de type 4. Ce collagène donc de type 4, il est fait par 3 triples d'hélices de chaîne alpha, donc 3 chaînes alpha qui vont former une hélice, comme on voit ici. Donc ça, c'est le collagène de type 4. Il a une partie ici, cette partie, c'est une partie appelée le domaine globuleux, de collagène, donc c'est le domaine globuleux. C'est quoi la particularité de savoir ce domaine-là? Parce qu'on a par exemple un syndrome appelé le syndrome de Good-Pasteur. Donc ce syndrome-là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des anticorps qui vont être dirigés contre la membrane basale et c'est pour cela déjà sont appelés des anti-GBM. GBM, donc membrane basale dans la zone globulaire. Donc ces anticorps, ils vont venir. Ils vont se fixer sur cette partie globuleuse ici. Et donc, quand ils vont se fixer sur cette zone-là, ils vont altérer la membrane basale. Quand on commence à altérer la membrane basale, on commence à voir une protéinurie et une hématurie. C'est quoi encore la particularité? C'est que cette zone globuleuse, on a autre zone au niveau de notre corps qui peuvent être constituées de cette partie globuleuse. C'est la membrane basale des alvéoles capillaires. Et donc ces anticorps, ils vont aller même au niveau de la membrane basale des alvéoles capillaires, ils vont provoquer une hémoptysie. C'est pour cela que dans ce syndrome de Good-Pasteur, tu vas voir une protéinurie, une hématurie et même parfois une hémoptysie qui est associée. Au-dessous de cette membrane basale, je vais trouver les cellules épithéliales viscérales et les cellules épithéliales pariétales qui vont former la chambre de Bowman. Donc ces cellules épithéliales viscérales, c'est quoi leur particularité? C'est qu'ils ont des prolongements. Ces prolongements, donc, ils vont faire une interdigitation, comme si ça c'est une cellule épithéliale viscérale et ça c'est une autre cellule épithéliale viscérale. Ils ont des pseudopodes, comme si des prolongements. Ils vont faire des interdigitations. Ils vont créer ici et ici des fentes de filtration. Ces fentes de filtration, ils ont un diamètre de 20 à 30 nanomètres. Et pour bien assurer cette filtration, on va voir encore un diaphragme qui va être localisé ici. C'est un diaphragme qui est formé par une protéine appelée néphrine. Donc, c'est pour protéine, c'est pour néphron, c'est une protéine du néphron. Donc, quand on a une mutation au niveau de cette néphrine, on commence à altérer la filtration glomérulaire et on commence à avoir une protéinurie. Bon, donc, qu'est-ce qu'on va mentionner encore? C'est quoi maintenant, comment elle va se faire cette filtration glomérulaire? Il faut savoir que dans le sang, on va voir des globules rouges, des leucocytes et des plaquettes. Dès le début, ces 3 cellules, ils ont un diamètre qui est supérieur à 70 ou à 100 nanomètres. Donc, ils ne vont pas passer à travers la première porte qui sont les fenêtres qui sont présentes au niveau des cellules endothéliales. Les autres protéines plasmatiques, donc on sait que dans les protéines plasmatiques, on a quoi? On a les albumines, on a les protéines globuleuses et on a le fibrinogène. Donc les deux derniers sont très grands, ils ne vont pas passer à travers la première porte. Mais l'albumine
il a une taille, il a une taille qui le permet de passer à travers les canaux présents au niveau des cellules endothéliales et de traverser cette membrane basale et de passer même entre les fentes de filtration qui sont faites par les podocytes des cellules épithéliales viscérales. Donc, mais si l'albumine il va passer, on va voir une protéinurie qui est importante et on va tomber dans un syndrome néphrotique. Et c'est pour cela que le bon Dieu a créé, il a choisi de mettre une charge négative dans les 3 couches qui forment le glomérule rénal. Donc, j'ai une charge négative qui est présente ici au niveau de la membrane basale et j'ai une charge négative qui est présente ici au niveau des cellules endothéliales et j'ai même une charge négative qui est présente au niveau des cellules épithéliales viscérales. D'où elle va venir? C'est que, par exemple, au niveau de la membrane basale, là où on a la triple hélice de collagène de type 4, donc au niveau de cette triple hélice, je vais avoir des protéoglycanes polyanioniques. Anionique veut dire qu'ils ont une charge négative, qui vont être présents comme ça sur les triples hélices, sur toute la membrane basale, et au niveau des cellules endothéliales, et au niveau des cellules épithéliales viscérales. Et cette charge négative, elle va faire quoi? Elle va faire la répulsion de l'albumine qui a une charge négative. Pourquoi? Parce que les protéines du plasma sanguin, donc à un pH physiologique, ils ont une charge qui est négative. Et là, je peux mentionner par exemple le syndrome néphrotique qui touche les enfants à cause de la maladie avec un syndrome néphrotique qui est dû à une maladie avec des changements minimes. Pourquoi on a cette appellation de changement minime? Donc, c'est que ce type de syndrome néphrotique qui est le plus fréquent chez les enfants, il est dû au quoi? Donc, on trouve une protéinurie, mais quand je vois mon glomérule par mon microscope optique, je ne trouve rien. Mais quand j'utilise le microscope électronique, je vois quoi? Je vois un effacement ici, dans les prolongations des cellules épithéliales viscérales. Pourquoi ils sont effacés? Parce qu'il y a une libération importante des cytokines. Et ces cytokines, ils commencent à provoquer une inflammation qui efface ces interdigitations des cellules épithéliales viscérales. Mais celui-là, c'est un changement minime. C'est pour ça qu'il est appelé avec changement minime. Donc, il n'explique pas le syndrome néphrotique qui est ici. Et c'est pour cela, donc, les médecins qui ont découvert que dans cette maladie, on a une perte de la charge négative. Et dans cette maladie, souvent, donc le syndrome néphrotique chez l'enfant qui est dû à cette maladie à changement minime, on va voir une association avec le lymphome de Hodgkin. Et c'est là qui peut expliquer encore la libération des cytokines par la cellule de Red-Sternberg du lymphome hodgkinien, qui est responsable de donner les symptômes B, donc les sueurs, etc. Et ces cytokines, ils vont venir ici, ils vont provoquer l'inflammation qui va effacer encore ces prolongements. Donc, le glomérule, il est normal en HE, en microscope optique, mais qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des dépôts de lipides qui sont présents au niveau des cellules du tube contourné proximal et c'est pour cela qu'elle est appelée encore maladie lipoïdique. Très bien. Donc, cette maladie, on sait qu'on ne va pas avoir des complexes humains, de complexes humains, si on va chercher les dépôts de complexes humains et elle est négative. Donc, on a une immunofluorescence qui est négative en absence de ces complexes humains. Donc, c'est une protéinurie qui est sélective seulement pour l'albumine et non pas pour les immunoglobulines. Et c'est un des syndromes néphrotiques qui va répondre rapidement à la corticothérapie. Donc, c'est ça la structure de glomérule rénal d'une façon générale et sa fonction. Et donc, je vous remercie.